Nos prisons ne sont pas surpeuplées par une explosion de la criminalité. C'est contre-intuitif, mais c'est notre réalité. En Belgique, le nombre de faits criminels enregistrés est stable depuis plusieurs années, parfois même en baisse. Le taux d'homicide, par exemple, a été divisé par 2 entre les années 90 et 2018. Et pourtant, nos prisons débordent. Plus de 13 000 détenus pour 11 040 places. Sans parler de ceux qui bénéficient de mesures hors des murs de la prison. Nous sommes face à une surpopulation sans précédent. Alors, d'où vient cette inflation carcérale ? Eh bien, ce sont les choix de notre politique pénale qui créent la surpopulation, pas une vague de criminalité. Il faut savoir que entre 30 et 35% de la population carcérale est en détention préventive, en attente de jugement et donc potentiellement innocente. Le choix d'une politique de plus en plus répressive et donc l'allongement des peines et un recours insuffisant aux alternatives à la prison est une autre explication à ce phénomène de surpopulation, auquel viennent s'ajouter une absence de réponse adaptée aux troubles psychiques et aux troubles de consommation, avec un placement en prison faute de structure médicale adaptée pour ces personnes qui ont juste besoin d'un accompagnement médical sur mesure pour se rétablir. La Belgique est parmi les pires élèves européens. Selon le Conseil de l'Europe, le taux de suicide en détention en Belgique dépasse de 25% la médiane européenne. Une réalité inquiétante qui met en cause la violence de nos institutions carcérales, à laquelle s'ajoute le manque criant de soins psychiatriques. La situation est bien pire encore pour les personnes internées en prison, comme c'est le cas de mon mari. Toutes les conséquences négatives de ce système sur les détenus, leurs proches, le personnel pénitentiaire et sur chacun de nous en tant que citoyens doit nous amener à nous questionner collectivement sur la décarcération, c'est-à-dire la baisse du recours à la prison et surtout sur des alternatives pour rendre ce temps d'incarcération, lorsqu'il est nécessaire, alors qu'il est actuellement un temps d'abandon totalement perdu et délétère, en un temps d'action, pour permettre une réinsertion réussie et ainsi combattre le taux de récidive. Aujourd'hui, pour ce 13e épisode d'Éclat d'esprit, j'ai le plaisir de recevoir Christophe Rémion, éducateur spécialisé. Un métier aux multiples facettes, souvent méconnu, et qui pourtant pourrait jouer un rôle clé à l'urgence carcérale que traverse actuellement la Belgique. Avec son regard de terrain, et grâce au vécu de son ami Jean-Marc Mailly qui a passé 19 ans en prison, Christophe nous plonge dans l'expérience brute de l'incarcération, de ses conséquences profondes, souvent invisibles sur le long terme. Il nous présentera aussi une initiative unique en son genre, le musée prison porté par l'ASBL 9 mètres carrés créé en 2022. Un espace de mémoire, de sensibilisation aux réalités de l'enfermement, de prévention, de réinsertion, d'engagement et de dialogue, qui, je l'espère, ouvrira une porte vers une prise de conscience collective indispensable au changement nécessaire pour sortir de cette impasse de l'incarcération à tout va, qui est un échec que nos politiques s'évertuent pourtant, malheureusement, à faire perdurer. Dans cet épisode, on parlera de transmission, d'éducation, d'action, de réinsertion, de dignité, mais surtout de solutions. Bonjour Christophe, c'est un vrai plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Pour ceux qui ne te connaissent pas et qui ne connaissent pas vraiment le métier d'éducateur, qui es-tu et que fais-tu dans la vie? Alors bonjour à tous tout d'abord. Alors ma présentation, mais je vais la faire de façon très rapide pour qu'on puisse surtout aborder les questions de fond qui nous concernent aujourd'hui. Alors moi je suis éducateur spécialisé depuis maintenant une trentaine d'années. J'ai d'abord principalement travaillé dans l'aide à la jeunesse et principalement dans des projets de sport, aventure et humanitaire et surtout avec des mineurs en grande difficulté, qui m'a permis aussi d'exploiter les alternatives à l'emprisonnement. Après 10-12 ans dans l'aide à la jeunesse, j'ai eu l'opportunité de retourner de mon ancienne haute école pour dispenser des cours, ce que j'estimais assez intéressant pour pouvoir transmettre à un moment donné des outils par rapport aux réalités de terrain que j'avais rencontrées moi-même comme éducateur et transmettre ces outils à des futurs éducateurs encore sur les bancs d'école
et je n'ai plus jamais quitté ma haute école. Et voilà 4 ans que je suis maintenant coordinateur, le chef du département des éducateurs spécialisés à la haute école Vinci. Pour la petite histoire, il faut juste savoir qu'on a une spécialité aussi, c'est qu'on forme des éducateurs spécialisés en activités socio-sportives. Donc, on va avoir cet outil en plus, si vous voulez, dans le sac à dos, qui nous permet de mobiliser cet outil socio-sportif pour approcher plus subtilement les jeunes avec lesquels nous allons rentrer en contact, puisque bien sûr, l'éducateur, c'est d'abord et avant tout entrer en contact avec l'autre, gagner sa confiance pour pouvoir avancer. Comme on en parlera plus tard, peut-être que tu peux nous donner un mot sur ton engagement sur le sujet de l'enfermement carcéral. Donc, pas mal de jeunes que j'ai eu l'occasion d'accompagner dans le secteur de l'aide à la jeunesse avaient été placés pour certains dans des institutions publiques de protection de la jeunesse, c'est-à-dire des IPPJ. On en dénombre 5 en Belgique, donc c'est pour des mineurs. Il est arrivé que ces jeunes soient transférés dans des prisons pour adultes. Alors, vu mon engagement et tout le travail que j'ai pu effectuer, j'ai envie de dire en amont et dans la prévention, j'ai commencé à m'intéresser aussi aux conditions carcérales. Et depuis plusieurs années, je travaille avec un ancien détenu, Jean-Marc Mailly. On est amis depuis une vingtaine d'années maintenant. C'est un éducateur. Lorsqu'il est sorti de prison et qu'il a entamé des études d'éducateur, il est venu effectuer son stage chez nous. Et donc, fatalement, après 17 ans d'amitié et surtout 19 ans d'emprisonnement, dont 3 ans en isolement total, ça laisse des traces. Et voilà un peu le continuum entre mon travail d'éducateur avec des mineurs et mon arrivée plutôt dans le milieu carcéral. Et on a beaucoup collaboré ensemble, notamment avec la prison-musée de Tongres. Et alors, c'est un combat dont on parlera aujourd'hui aussi. Je dénombre très très peu, voire aucun éducateur dans les prisons pour adultes, sauf certains dans les ailes psychiatriques. Mais donc ça, c'est une question de fond intéressante que j'avais envie de traiter avec toi aujourd'hui. Et qui fait le lien avec tout ce que je fais par ailleurs par rapport à ma situation personnelle où mon mari est actuellement interné en prison. Et alors, on travaille, on en parlera un peu plus bas aussi, à l'ouverture très prochaine, donc d'une ASBL qu'on a créée il y a déjà 2, 3 ans, 9 mètres carrés, où on va récupérer prochainement la prison vide de Forêt pour en faire un musée pédagogique immersif. Oui, c'est un ambitieux projet que j'ai hâte de te faire découvrir ici, et je sais que tu as d'excellentes nouvelles à nous partager. Peux-tu nous expliquer concrètement le rôle d'un éducateur spécialisé? Donc, un éducateur spécialisé, c'est très difficile à définir parce que c'est très multitâche, mais pour permettre à nos auditeurs de comprendre, c'est surtout un spécialiste de l'accompagnement de personnes souvent fragilisées, en difficulté. Donc, l'éducateur, pour moi, c'est un spécialiste de la relation, un spécialiste de la rencontre. Tout ce qui est concrètement l'être humain, si vous voulez, à se construire dans sa relation à lui-même, aux autres et au monde. Donc, l'éducateur, c'est être là pour l'autre et avec l'autre. Je donne souvent cette image-là quand je parle de l'éducateur. La société avance très très vite en fait, avec les gens qui vont bien. Je compare souvent la société à un train. En fait, l'éducateur, il s'occupe de toutes les personnes qui sont tombées du train pour les aider à raccrocher au wagon et pour pouvoir se réengager dans la société par rapport à plein de choses qui les ont fait tomber du train. C'est une image particulièrement parlante, hein. Peut-être autre chose encore qui me paraît fondamentale pour moi, on ne parle pas assez des éducateurs, et c'est clair que ce sont des acteurs de changement. Moi, je vais même jusqu'à dire parfois que ce sont des scientifiques de l'humain, en fait, qui évoluent dans un véritable laboratoire social, hein. On le sait, notre société évolue constamment. Là où les scientifiques sont dans leur laboratoire, si vous voulez, pour essayer de trouver des nouveaux vaccins, etc., l'éducateur, lui, il va tester. Il va tester, il va observer, il va analyser, il va travailler dans ce laboratoire social sans frontières. Personnellement, je n'imaginais pas du tout que le champ de votre métier était aussi vaste et je pense que je ne suis pas la seule. Donc, quelles sont les spécialités ou les domaines dans lesquels vous pouvez intervenir? C'est une très bonne question que tu poses là. C'est un métier en perpétuelle évolution, hein. Ça, c'est clair. Et en fait, à la base, l'éducateur travaillait dans 3 domaines historiques qui sont justement le milieu scolaire, l'aide à la jeunesse et le handicap. Aujourd'hui, et c'est important par rapport au sujet qu'on va traiter, l'éducateur est actif dans plus d'une vingtaine de secteurs différents. Ceci en dit long, à mon sens, sur l'état de la société aujourd'hui.
Parce que quand on a besoin d'éducateurs, c'est justement pour accompagner des personnes, on l'a dit, fragilisées, mais ça veut dire aussi qu'on est dans une société qui ne va pas forcément bien et que dans de multiples domaines, l'éducateur est amené à intervenir, ce qui va jouer aussi sur la pénurie, on va en parler. Mais donc l'éducateur, il travaille aussi bien dans le handicap mental, physique, la santé mentale, les adultes en difficulté, hein, les personnes âgées aussi, beaucoup dans les homes, dans ce qu'on appelle en Belgique les CPAS, les communes dans la petite enfance aussi. Pas assez dans le milieu pénitentiaire, on va l'aborder. Le milieu socio-culturel aussi. Milieu hospitalier qui est encore très, très hiérarchisé, où l'éducateur est amené à travailler en équipe multidisciplinaire, hein, comme un peu partout, mais la spécificité du milieu hospitalier, c'est quand même qu'il reste encore très hiérarchisé et que souvent l'éducateur doit se hisser à la hauteur des autres professionnels avec lesquels il travaille dans le milieu du sport aussi, du sport adapté, l'immigration, les MENA, les fermes pédagogiques. Donc, son travail, si vous voulez, en quelques années, s'est étendu à une multiplicité de secteurs. L'éducateur est amené à explorer non-stop des nouveaux domaines dans lesquels on ne l'attendait pas forcément. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que d'une part, ben, ça en dit long, je viens de le dire, sur l'évolution de la société, mais aussi sur les attentes. On a besoin de plus en plus d'éducateurs pour accompagner les personnes. Être éducateur, comme on l'a dit, c'est un métier où il faut s'intéresser à l'autre, aimer le contact, s'adapter sans cesse aux évolutions de la société, et il faut avoir à cœur de la faire évoluer. Qu'est-ce qui explique, selon toi, que les éducateurs font partie de la liste 2025 des métiers en pénurie en Belgique? C'était ce qui était publié par le Forum ce 2 juillet. Ben voilà, mais donc l'une des raisons que je viens d'évoquer, c'est le fait que l'éducateur, en fait, est de plus en plus attendu partout. C'est un métier qui demande de grande qualité, une vocation, un souhait aussi de s'intéresser à d'autres, mais dans des secteurs qui sont déjà fragilisés, dans des secteurs qui sont complexes, dans des secteurs qui nécessitent de constantes adaptations et souvent dans des secteurs aussi qui sont en manque de moyens. Donc, c'est pas évident. Donc, pour tenir dans la durée, il faut évidemment une vocation, hein, mais il faut aussi évidemment avoir des grandes capacités, une intelligence émotionnelle, des capacités d'adaptation, des capacités de travailler en équipe aussi, de créer du réseau, de faire des partenariats, des capacités rédactionnelles pour rendre compte aussi du travail qu'on fait. L'éducateur observe énormément de choses, mais à certains moments, il doit aussi être capable de rendre compte de la capacité parfois à faire certains soins ou la capacité à pouvoir accompagner pour des démarches administratives qui se sont complexifiées et à connaître aussi, ça ne s'est pas seulement administratisé, mais aussi judiciarisé. Donc, je veux dire, en termes juridiques aussi, les étudiants doivent avoir absolument des connaissances de base dans l'aide à la jeunesse, dans le Minimex, le droit des étrangers, le droit des ASBN, etc. Et de s'adapter aux phénomènes sociaux nouveaux qu'on peut observer. C'est un métier qui a énormément évolué. Par rapport à tous les éléments que tu nous donnes, une question que je me pose, c'est par rapport à la formation. Parce que chaque éducateur est voué à s'épanouir dans des milieux vraiment très diversifiés. Donc, comment, toi, en tant qu'enseignant, comment préparez-vous? Quelle est la base que vous apportez aux éducateurs en formation? Trop de personnes, à mon sens, peuvent encore faire éduc, mais très peu de gens savent être éduc. Pourquoi? Parce que ça nécessite d'avoir un sac à dos avec plein d'outils, d'être capable de s'adapter aussi à ces différents milieux, ces différents secteurs. Alors, c'est pas évident pour les formations, parce qu'en fait, ça reste des formations très généralistes, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas former un étudiant qui sera autant capable de travailler dans l'autisme profond qu'avec des caractériennes, qu'avec des personnes aveugles, que dans la grande délinquance, que dans le milieu hospitalier ou carcéral. Donc évidemment, il y a toute une série d'outils et de bagages qui sont communs. Alors, notre grande spécificité aussi dans ces formations, c'est qu'on travaille énormément avec le terrain. Donc déjà, on a des stages qui sont très longs. Les étudiants doivent faire des stages dans différents domaines au cours de leurs 3 années. Il y a beaucoup d'acteurs de terrain aussi qui viennent participer au cours. On va visiter des institutions avec les étudiants. Alors surtout, on essaye à tout moment d'avoir une équipe en phase avec les réalités de terrain, une équipe très large avec des sociologues, psychologues, éducateurs, beaucoup aussi bien sûr, philosophes, criminologues, sociologues, des personnes qui restent ancrées et qui ont souvent encore une expérience professionnelle sur le côté dans différentes institutions pour justement rester en phase avec ce qui se passe. Et donc parfois aussi, on est amené à faire des focus sur certaines réalités en invitant des professionnels
et en axant aussi certains cours sur des réalités actuelles auxquelles les étudiants doivent être prêts. Donc, il est évident que tout ce qui est réseaux sociaux, etc., l'augmentation du spectre de l'autisme, il y a plein de phénomènes sociaux auxquels on doit préparer en fait nos étudiants en fonction aussi de la professionnalisation du métier et de ce qui est attendu sur le terrain comme bagage, comme outil. Donc, constamment, on essaie de se remettre en question, on construit aussi certains aspects de la formation. Donc une formation super dynamique avec plein d'intervenants et d'une année sur l'autre, ça évolue constamment. Ce qui diffère par rapport à des grands auditoires comme en fac de psycho ou en fac de droit, c'est qu'on a la chance de pouvoir avoir encore des petits groupes pour des cours plus pratiques. Les étudiants sont 30-35, ce qui permet aussi de favoriser le lien. Les étudiants ne sont pas des matricules, hein. Je fais de lapsus avec le milieu carcéral qu'on traite pour l'instant, ou des numéros, mais bien des personnes à part entière. Ce sont chacun des étudiants, chacune qui ont une histoire, qui arrive avec un bagage. En première année, en bloc 1, on va d'abord réfléchir un peu, mais qu'est-ce qui nous amène à faire ces études? Parce que je dis toujours aux étudiants qui rentrent dans l'auditoire, vous n'êtes pas là par hasard. Il y a toujours quelque chose qui va amener un éducateur à s'asseoir sur les bancs de l'école, à venir s'intéresser à cette formation. Même parfois quelqu'un qui lui-même a été guidé par un éducateur qui, à un moment donné, a fait sens dans sa vie. Il faut réfléchir à tous ces aspects avec lui pour ne pas faire ses études pour les mauvaises raisons. Et puis ensuite, en bloc 2, on commence à travailler avec l'autre. Et enfin, on travaille pour l'autre en dernière année, grosso modo, hein. Mais donc, ce sont des études où les étudiants ont beaucoup d'interactions entre eux, où il faut se dévoiler, il faut s'ouvrir, il faut être capable de partager certaines choses qu'on a vécues. Et donc, c'est des études très dynamiques, surtout avec l'aspect socio-sportif aussi, qui rajoute pas mal de piment, puisqu'on va aller autant dans des sports ballons que dans les arts martiaux, que dans le VTT, des activités outdoor. Et donc, ça, c'est très chouette parce que ce sont des outils qui permettent d'entrer plus subtilement en lien, en fait, avec les bénéficiaires, les usagers avec lesquels on est amené à travailler. Donc ce que je comprends aussi, c'est que ce sont des études qui sont totalement en phase avec le métier d'après, en s'intéressant déjà en priorité à l'humain, donc Tout l'humain à fait. A à Z, apprendre à se livrer pour que, effectivement, plus tard, ce soit les autres qu'on apprenne à écouter. Tout à fait. Il faut d'abord se connaître bien soi pour être capable aussi après d'être bien avec l'autre et une fois de plus, comme je l'avais dit en introduction, de pouvoir être là pour l'autre et avec l'autre. Et pour ça, il faut être capable déjà de très bien se connaître pour faire abstraction parfois de certaines de ses propres émotions, pour pouvoir vraiment entrer en empathie, écouter, tendre l'oreille, être présent. Être éducateur, c'est aussi avoir une présence à l'autre. On parle souvent de juste distance, mais moi j'aime bien parler de juste place, de bonne présence. Un éducateur, c'est quelqu'un qui a une bonne présence et qui va être capable d'accorder son violon en fonction de la personne aussi qu'il a en face de lui. Une juste présence, je retiens. Aujourd'hui, on focalise notre échange sur le milieu carcéral. Ce qui caractérise aujourd'hui la Belgique, alors pas que la Belgique, mais nous on parle de la Belgique, c'est la surpopulation carcérale. La Belgique compte actuellement 11 040 places de prison. Aujourd'hui, on a dépassé les 13 000 détenus. Donc c'est une situation sans précédent qui occasionne pas mal de difficultés pour beaucoup de monde, que ce soit les personnes qui sont détenues ou tout le personnel pénitentiaire. Donc, il y a plein de questions qui se posent sur comment sortir de la passe. Et donc, c'est là où on va voir ce que l'éducateur peut nous apporter. Christophe, toi, grâce à ton ami Jean-Marc Mailly, dont tu as parlé tout à l'heure, donc qui a passé 19 ans en prison, tu as une connaissance intime de ce temps d'incarcération et de ses conséquences. Qu'est-ce que tu souhaites aujourd'hui nous partager? Qu'est-ce qui a nourri ta réflexion et ton engagement sur ce sujet? La seule politique sociale, finalement, la seule politique structurelle qui n'a pas évolué depuis des centaines d'années, contrairement à bien d'autres, c'est la prison. Et donc ça, déjà, c'est très intéressant. On ne tire aucune leçon du passé. Et ça, c'est quelque chose qui me questionne énormément. Toujours plus de prisons. Comme tu l'as dit, il y a une inflation carcérale, une surpopulation. On est presque à 13 500 détenus pour 11 000 places, sans compter toutes les personnes sous bracelet électronique. Alors, pour moi, une question évidente là-dessus, c'est comment ça se fait que ça n'évolue pas? L'enfermement est un échec.
la prison ne diminue pas le taux de criminalité. Pour moi, elle provoque la récidive. Et malgré le fait constamment et depuis des centaines d'années que des psychologues, sociologues, criminologues, éducateurs, visiteurs de prison, historiens, juristes écrivent sur le sujet, des centaines de livres, d'articles scientifiques, etc., on voit très peu évoluer les choses dans le bon sens. Donc ça, c'est déjà une première réflexion qui me questionne et qui m'inquiète. Parce qu'effectivement, tant au niveau de tout le travail que j'ai pu effectuer dans la prévention, tant dans tout l'accompagnement des détenus par la suite, et ce qui se passe en prison, parce qu'en fait, c'est le temps perdu, on va y venir, à un moment donné, toutes ces personnes vont devoir sortir de prison. Et quand je vois les difficultés que j'ai pu vivre au chevet de mon ami Jean-Marc Mailly, on est amis depuis 20 ans, il a quand même déménagé 21 fois. Donc ça veut aussi dire que chaque fois que ses propriétaires ou d'autres le reconnaissent à la télévision, c'est l'échec, il faut redémarrer. Il faut tout réapprendre. Il faut être là. La société, en fait, elle a évolué pendant ces 19 ans de prison. Donc, d'abord, en termes de réseau social, bien évidemment, pendant ces 19 ans de prison, on peut perdre des membres de sa famille, on peut se séparer de son conjoint ou de sa conjointe parce que c'est trop compliqué en fait. On peut perdre des amis, donc tout est à reconstruire. Et donc, accompagner un ex-détenu, c'est s'engager dans, c'est vraiment, c'est le lien dans la durée. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais qu'il ressorte aussi de cette discussion qu'on a aujourd'hui. C'est l'importance du lien dans la durée. Pour moi, il faut être là dès le premier jour de l'emprisonnement, dès que la peine est tombée, pendant et après, et je vais y revenir. Ne parlons pas des questions de santé, puisqu'en fait, la prison, ben, c'est clair, ça laisse des traces, tant physiques que psychologiques. Psychologiques au niveau des angoisses, au niveau des peurs, le regard carcéral. On entend ces portes qui claquent, etc. Donc Jean-Marc, c'est quelqu'un qui s'enferme encore à double tour chez lui. Donc il y a toute une série, si vous voulez, de dommages collatéraux qui vont se produire, sans compter tous les problèmes physiques. Pendant 19 ans de prison, vous n'avez pas été faire des thalasso, hein, vous n'avez pas été embrasser les arbres, vous n'avez pas forcément fait du sport, vous n'avez pas mangé équilibré. Bon, mais tout ça, ça laisse des traces. Donc, tant au niveau de la santé physique que psychique, que psychologique. Et donc, si on n'a pas très rapidement quelqu'un à la sortie pour nous aider à tisser un réseau, vraiment des personnes qui sont là presque au quotidien pour soutenir, c'est l'échec. Et donc, on parle de 60% de récidive. Donc, je veux dire, il y a là des questions essentielles qui méritent à être réfléchies. Et je pense, et on va en parler, que l'éducateur peut avoir à ce sujet-là un rôle très important. Absolument. Je reviens juste sur ce que tu disais, où tous les professionnels s'accordent pour dire que ce qu'on fait actuellement n'est pas durable, qu'il faut revoir notre façon de faire les choses. L'emprisonnement n'est pas une solution à tout. Donc la question qui se pose, c'est pourquoi il y a tant de littérature qui disent tous la même chose et que les choses ne changent pas. Je pense Mhm. qu'une partie de la réponse, c'est que des personnes comme moi, qui n'ont jamais été confrontées à ce milieu-là avant, n'ont aucune idée de la réalité des choses, en fait. Je peux témoigner que de ma situation personnelle, mais moi, j'ai découvert un monde que je ne soupçonnais pas. Et rien de Mhm. positif, je reste Mhm. choquée de ce que je découvre, mais je pense qu'il est possible que, j'étais pas la seule, hein, je ne suis pas la seule. Donc, ce qu'on partage aujourd'hui, c'est aussi important dans le sens où plus les personnes seront informées de comment ça se passe réellement, plus on aura des chances, effectivement, ensemble, de commencer à faire changer les choses. On va aborder après les solutions ensemble parce qu'il existe des solutions dans 9 mètres carrés qui peut justement avoir un impact considérable sur les représentations de la prison. Mais donc c'est vrai que je parle souvent, moi, de 3 temps, hein. Est-ce que tu peux décrire la réalité concrète de ces étapes aujourd'hui en 2025? Je parle souvent de 3 grands chapitres. L'avant-prison, dénommé le contexte, ce qui a amené la personne à commettre un acte, ou en tout cas à devoir purger une peine de prison. La prison, dénommée pour moi le temps de l'abandon, de l'oubli ou de l'inaction. Et enfin, l'après-prison, dénommé le défi ou le parcours du combattant, ou encore le mythe de la réinsertion. Comment l'éducateur peut transformer cette terrible réalité de l'emprisonnement?
Donc l'importance de la prévention, j'en ai parlé, ça c'est l'avant-prison que moi j'appelle donc le contexte qui va amener à un moment donné une personne à dérailler, à tomber du train. Parce que c'est très important, chaque personne qui arrive en prison a une histoire. Une histoire qui est ancrée dans sa carte mère. Et chaque histoire est différente. Ça peut être un enfant qui a été traumatisé, ça peut être une personne qui a été abusée, ça peut être une personne qui a été maltraitée, ça peut être une personne qui a été abandonnée, ça peut être une personne qui a vécu sans ses parents dans des situations très compliquées. Bref, il y a des centaines d'explications. Et souvent, certaines de ces explications, ce n'est pas une excuse, évidemment, mais peuvent amener la personne à commettre à un moment donné un acte. Jean-Marc Maïl explique très bien dans sa pièce Un homme debout ce qui a pu l'amener à commettre un meurtre sans intention de donner la mort. Alors évidemment, il n'est pas question d'excuser cet acte. Il faut que ce soit jugé et surtout n'oublions jamais les victimes. Il y a énormément de personnes qui ont leur place en prison, évidemment, ce sont des personnes qui sont terriblement dangereuses pour la société et qui ne pourront sans doute peut-être même plus évoluer. Mais il y a une grande partie des gens qui n'y ont pas leur place, parce que quand on regarde, c'est souvent la précarité, donc des personnes, des ménats, des réfugiés, des personnes qui ont été amenées à consommer des drogues ou à voler pour pouvoir survivre en fait. Et avec toutes ces personnes-là, je pense qu'il y a moyen de recréer quelque chose, notamment avec l'aide d'un éducateur. Mais il est très intéressant, à partir du moment où la personne rentre en prison, de l'accompagner dans son chemin de vie pour lui permettre de travailler. Aujourd'hui, la peine de prison est érigée en totem. Si voilà, tu as pris 10 ans, tu as pris 8 ans, tu as pris 15 ans, comme si ça allait tout effacer. Alors qu'en fait, c'est le moment précis qu'il faudrait une peine parallèle, une peine éducative ou une peine pédagogique qui permette de travailler avec le détenu sur ce qui s'est passé pour lui permettre de ne pas perdre le lien avec son réseau social, de travailler avec la famille. N'oublions pas que la famille, ce sont des dommages collatéraux terribles. Pour une personne en prison, il y a souvent 7 personnes autour qui subissent cette réalité. Donc je pense qu'une chose fondamentale, c'est de tenir compte de faire de la prévention, de la prévention, de la prévention, notamment par le projet dont on va parler, 9 mètres carrés, je vais y venir vers la fin de l'interview, mais deux, de mettre en place directement des outils et un accompagnement du détenu par rapport à l'acte qu'il a pu commettre, pour lui permettre d'évoluer, de ne pas perdre pied avec la réalité. Le second temps, pour moi, c'est, je l'ai dit, le temps de l'abandon, de l'oubli, de l'inaction, et c'est là qu'il faut mettre en place urgemment quelque chose, notamment par une cellule d'écoute, une peine alternative, une peine pédagogique, une peine éducative, quelque chose qui n'a rien à voir avec la peine judiciaire, mais plutôt quelque chose où on va travailler sur l'acte qui a été commis et permettre à la personne, avec un éducateur ou une équipe en tout cas, de réfléchir à ce qui s'est passé, de le faire évoluer et de préparer dès le premier jour l'après, en conservant des liens avec son réseau social autour, s'il est positif bien sûr, avec la famille, tout ça doit être évidemment analysé, travaillé, etc. Et déjà de réfléchir à des formations et à toutes sortes de choses qui peuvent être mises en place. En fait, ce temps de l'inaction doit devenir un temps d'action et un temps de préparation, parce qu'en fait, le problème, c'est que ça peut aussi renforcer les problématiques des bénéficiaires ou des usagers qui sont là-bas. Cet isolement, par exemple, ces tensions, ces difficultés, si elles ne sont pas entendues, peuvent évidemment renforcer les problématiques auxquelles sont déjà confrontées ces personnes-là. Et ce que je constate et qui est assez catastrophique, c'est qu'en fait, il n'existe, pour ainsi dire, en Belgique francophone, il n'existe qu'un seul éducateur spécialisé qui travaille actuellement dans l'aile des femmes à Lantin. Un seul éducateur dans les prisons francophones, c'est ridicule par rapport aux bénéfices qu'on pourrait tous en retirer. On a eu, à un moment donné, en 1999, le ministre de Klerk, de l'époque, le ministre de la Justice, qui a souhaité introduire des éducateurs spécialisés en prison, ce qui était en fait une excellente idée. Donc, je pense qu'il y a eu à la base 25 places, dont le seul qui est encore en activité, Frédéric Navot. Ça a été très très mal introduit et ça a été très mal explicité. Et donc, notamment les gardiens ont cru qu'ils allaient perdre leur place, puisqu'en fait, le mot d'ordre qui était passé auprès du personnel de surveillance, c'était que progressivement, les éducateurs allaient remplacer les agents pénitentiaires.
Donc, quand les éducateurs sont arrivés dans certaines prisons, on ne savait pas très bien quoi faire. Alors, on leur demandait bon, ben, de faire un peu de nursing, etc. Et donc, ils ont mis du temps à créer leur place et surtout, ils ne se sont jamais véritablement fait accepter par les gardiens. Donc, dans la façon dont ça a été présenté, ça a été très mauvais. À Donc, ne pas confondre aussi, évidemment, avec les accompagnateurs de détention, puisqu'aujourd'hui, on a créé un nouveau thème qui est accompagnateur de détention. Mais je trouve que c'est un terme un peu, je ne vais pas dire hypocrite, mais en fait, certains éducateurs que je côtoie, qui ont fait des études d'éducateurs et qui ont répondu, si vous voulez, à cet appel d'accompagnateur de détention, on leur a fait croire qu'ils pouvaient en fait rentrer plus facilement en relation et accompagner les détenus, mais en fait, dans les faits, pas du tout, parce que très très rapidement, donc ces personnes souvent n'ont pas de véritable formation du milieu carcéral, n'ont pas eu le temps même en prison, quand ils ont commencé à travailler, à être formés, et très rapidement sont sous l'influence des anciens, comme on dit, qui vont les mettre en confrontation entre, si vous voulez, entre leurs valeurs, leurs habitus, ce qu'ils sont et ce qu'ils souhaitent faire, et les réalités de la prison. Donc, il y a certains témoignages édifiants d'accompagnateurs de détention qui sont rentrés dans des cellules, notamment pour apprendre à connaître les détenus, jouer aux cartes avec eux, etc., créer du lien, parce que c'est ça qu'on demande en fait, créer du lien. Et très rapidement, ces personnes ont été écartées, ou on leur a demandé en fait de faire des fouilles cellules et surtout de rentrer dans les rangs. Et donc, au sein même des gardiens de prison et au sein même du fonctionnement en prison, on n'est pas encore du tout, ben on est toujours des centaines d'années en arrière, on n'est pas encore du tout. Je pense que ce n'est ni une volonté politique, ni une volonté sociétale, ni une volonté, si vous voulez, des personnes en place pour l'instant dans les prisons que de faire évoluer cette situation vers quelque chose de plus éducatif et de plus pédagogique. mais c'est vraiment le choc des titans, en fait. Le milieu carcéral figé depuis des centaines d'années tel qu'il est, et puis le milieu des éducateurs qui s'adapte à l'évolution de la société et qui est sans cesse en mouvement. Tout est à construire pour définir en fait un champ d'action sans empiéter sur le travail des surveillants. Donc le rôle de l'éducateur dans une institution telle que la prison, c'est surtout d'accompagner le sujet à travers des démarches de changement quoi, qui se traduisent en termes de mieux-être, de mieux vivre avec les autres et avec soi-même. Et donc ça veut dire être à l'écoute, savoir rassurer, savoir travailler sur des démarches qui ne sont pas des démarches purement sanctionnelles. Et donc, il y a tout un travail à faire, notamment aussi au niveau des activités à destination des détenus ou des détenus, des tâches plutôt socioculturelles, des tâches plus sportives, des tâches sur l'alimentation. Voilà, donc il y a énormément de choses à proposer. Le suivi quotidien avec les détenus comprend aussi de la prévention, de la gestion de conflits, de l'écoute active, du maintien et la réinstauration de liens familiaux qui sont indispensables à la réinsertion. Donc je veux dire, on ne sait pas définir en quelques minutes comme ça tout le travail que ça provoque, mais je vous invite en tout cas à lire certains témoignages, notamment de Frédéric Navo, qui explique très très bien à quel point son travail est essentiel et à quel point il a mis du temps aussi à se faire respecter, pas par les détenus, mais par les autres acteurs du milieu carcéral qui ne comprennent pas très bien ou qui ne comprenaient pas très bien qu'est-ce qu'ils pouvaient avoir comme rôle. Donc ce moment dans la prison est essentiel pour moi. Il faut redynamiser et il faut essayer de remettre de l'éducatif et du pédagogique en prison, notamment pour préparer l'après et rester en lien aussi avec les réalités du monde derrière le mur de la prison. Ça me paraît quand même très très important aussi que je te donne quelques chiffres. Donc je l'ai dit, on estime à 7 personnes minimum les personnes impactées par la peine de prison. Hein. Donc, si on fait 13 000 détenus fois 7, on a déjà 90 000 personnes en Belgique qui sont affectées par un proche en prison. C'est absolument énorme. On estime plus ou moins à 2 tiers environ les détenus qui sont en fait des sans-papiers en prison. Donc, ça, c'est un chiffre très important. Qui ont simplement une perte de permis de séjour, par exemple, après un certain temps en prison. Et alors, surtout, un chiffre qui, moi, me donne le vertige, c'est que sur les 38 prisons en Belgique, elles absorbent 27% du budget annuel de la justice. Donc, plus de 550 millions d'euros sont injectés dans les prisons. Alors que
une grande majorité, donc je l'ai dit, hein, des gens doivent y être, ils sont véritablement dangereux, ils ne pourront jamais retrouver une place normale dans la société. Mais la grande majorité des gens n'ont pas leur place en prison et pourraient libérer, si vous voulez, des places pour des personnes plus dangereuses. Alors au départ, il y a eu cette idée du bracelet électronique qui, soi-disant, allait libérer des places. Mais en fait, aujourd'hui, on se retrouve presque avec autant de bracelets électroniques que de personnes en prison. Donc, en fait, ça n'a pas du tout fait l'effet escompté. Et on continue à parler d'ouvrir des prisons. Et donc, en prison, c'est des personnes, une population socio-économiquement vulnérable ou sans papier, maladie mentale, addiction, personnes précarisées. Voilà, des personnes dont la carte mère est défaillante et dont on pourrait avec de l'accompagnement, aboutir à des solutions qui sont moins onéreuses, des alternatives à l'emprisonnement, un accompagnement plus important, et ça ne nécessite pas un éducateur par détenu, hein. Un éducateur par prison ou deux éducateurs par prison, pour commencer, ce serait déjà un travail très intéressant. Voilà. Oui, et en parfaite complémentarité avec du coup les agents pénitentiaires qui sont plus là dans un rôle de contrôle et de surveillance. Au niveau de la société, les prisons ne sont pas quelque chose de très valorisant, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent, une fois de plus, ce qui se passe derrière les murs de la prison. Donc, y avoir des éducateurs en prison, ça doit être avant tout une volonté politique. On ne connaît pas le métier d'éducateur, il n'est pas valorisé déjà dans la société de manière générale. Alors, a fortiori en prison, c'est compliqué, ça bouscule les codes, les mœurs et coutumes, et puis, qu'est-ce qu'on va faire? Que vont devenir les gardiens? Comment est-ce qu'on va travailler ensemble? Qui fait quoi? Et donc, tout ça, ça bouscule. Et je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas envie d'être bousculés. Et puis, ce n'est pas peut-être une priorité ou une volonté que de véritablement faire évoluer la situation existante. En tout cas, ce à quoi on est tous confrontés, c'est que la plupart des personnes qui sont en détention aujourd'hui seront libres demain. Mhm. Et donc, mieux vaut qu'elles sortent de prison avec une carte mère, comme tu disais tout à l'heure, remise à jour, Tout que à fait. telle quelle, parce que les 60% de récidives, ils viennent pas de nulle part, en fait, hein. Juste une petite précision pour ceux qui nous écoutent, parce que ça me paraît important. On a beaucoup parlé de prison, hein. Je pense que c'est important aussi des 37 prisons de ne pas confondre avec les maisons de détention ou les maisons de transition. Il n'en existe pas assez à mon sens, mais qui font, eux, un travail déjà plus intéressant avec des plus petits groupes pour un accompagnement plus personnalisé vers la réinsertion, etc. Donc, ça, ce sera aussi important que l'auditeur se rende compte qu'en fait, il y a déjà des ASBL, il y a déjà des petites choses qui existent comme ADEPI, comme association après ou aide et reclassement. Il y a des choses qui existent déjà, mais pas assez. Et il est essentiel, une fois de plus, de travailler l'après dès le départ. Voilà. Alors, on n'a pas abordé non plus toutes les aides psychiatriques parce que c'est souvent, majoritairement, en fait, les éducateurs spécialisés qui travaillent en prison sont affectés aux aides psychiatriques. Donc, il n'y a qu'un seul éducateur, comme je l'ai dit, qui travaille avec ce qu'on appelle des détenus de droit commun, qui sont des détenus qu'on pourrait appeler dits normaux. Comme tu le sais, moi, je suis directement concernée par l'internement de mon mari en prison. Alors, cette épreuve, ta rencontre, la découverte du métier d'éducateur autre que celui dont la jeunesse n'est Mhm. plus à connaître, m'ont convaincu d'une chose, c'est qu'un éducateur pourrait vraiment être une pièce maîtresse pour une personne comme mon mari, projetée dans un milieu qu'il ne connaît pas, avec aucun cadre, rien, aucun lien. Tu parlais tout à l'heure Mhm. du lien dans la Ah oui. durée. Et c'est ça qui manque. C'est le premier jour de prison jusqu'à la sortie et même au-delà, cette présence, cet éducateur. C'est une proposition du coup que j'ai fait dans le podcast qui était dédié aux améliorations du système d'internement tel qu'il existe aujourd'hui en Belgique. Mais par contre, effectivement, il existe déjà des éducateurs qui agissent au sein des annexes Oui. psychiatriques en prison. Voilà, mais donc ça c'est essentiel et ce que tu dis c'est clair que c'est la clé et on en revient toujours à la même chose qui est à un moment donné une personne relais ou une personne qui peut rassurer, informer, écouter en fait, simplement le fait d'écouter un détenu, simplement pouvoir de voir quels sont ses besoins, ses attentes, ses réalités, parce qu'il se passe des choses aussi pour lui autour, il se passe des choses pour lui dans la vie à côté et donc le détenu qui se retrouve coupé du monde pour toutes sortes de raisons, ben
il a encore des besoins, il a encore des attentes, il y a encore des choses qu'il a créées sur le côté. Et ce serait dommage de casser tout ce qui a été mis en place, en fait. L'après, c'est le défi, le parcours du combattant ou le mythe de la réinsertion, parce qu'en fait, il y a derrière ça une énorme hypocrisie. C'est-à-dire qu'en fait, les détenus sont mis en prison et puis on leur dit, voilà, la porte est ouverte, c'est un peu comme dans les films avec le petit arrêt de bus, là, et en fait, et allez-y. Mais évidemment, pour ça, il faut quelqu'un, une pièce maîtresse qui fasse le relais entre l'avant, le pendant et l'après pour permettre à la personne, en fait, de tenir droit. Il faut des béquilles autour de lui. Il faut des personnes, il faut une équipe. Il est grand temps dans cette société, en fait, de refaire équipe. Il est grand temps d'arrêter de travailler chacun en silo, chacun dans son tiroir. Il est essentiel aujourd'hui de ne pas penser que la prison, c'est une politique isolée, mais qu'en fait, il faut travailler ensemble pour une meilleure société. Et ce n'est pas un problème qui est juste lié à la prison, c'est une problématique sociétale. Si on ne fait pas équipe avec la santé mentale, le handicap, le milieu hospitalier, l'aide à la jeunesse, la société autour de ça, et qu'on se dit c'est le problème de l'un, et qu'il faut rester à travailler en fait en silo, en fait ça c'est quelque chose qui rajoute une difficulté. Je voulais juste faire un lien avec ma situation personnelle pour compléter ce que tu disais avec les béquilles, vraiment une équipe de personnes qui soutient la personne de l'intérieur de la prison vers Tout l'extérieur. à fait. Tu parlais aussi que bah, les familles, des fois, il y en a plus, etc. Mais je comprends tellement pour être aujourd'hui Ben oui, une de ces familles. Moi, je me bats et on peut perdre notre maison, il va perdre sa société. Enfin, il y a plein de choses qui se passent mais tout et à fait. personne qui aide. Donc, le jour où il sortira, parce qu'un jour il sortira, malgré mon combat acharné, il est possible Mhm. qu'il n'y ait plus rien. C'est la punition qui compte, la sanction, et en fait tout le reste s'écroule autour. C'est ça. Alors que le monde, il continue à évoluer. Et donc, c'est là qu'il y a un problème, c'est qu'en fait, s'il n'y a pas un travail parallèle qui se fait, il ne sera jamais possible pour le détenu de rattraper tout ce qui a été perdu, quitte à aller jusqu'à un divorce, jusqu'à perdre des proches, jusqu'à perdre, ben voilà, on a assez évoqué l'exemple. Mais donc, il est essentiel de garder le lien. Garder le lien, faire société, travailler en équipe, voilà de quoi déjà bien réfléchir. Il est temps maintenant de nous dévoiler votre projet. Peux-tu nous raconter comment est née l'idée du projet 9 mètres carrés et ce que c'est exactement? Depuis 2022, en fait, déjà, on se bat. On a une opportunité assez intéressante. Donc, en fait, 9 mètres carrés est parti de l'idée d'abord toute simple d'une expérience qui a été vécue dans la prison-musée de Tongres. C'est une prison, en fait, qui a été désaffectée et dans laquelle ont été organisées des visites pédagogiques immersives permettant à des scolaires, à des adultes, à toute une série de personnes de venir visiter la prison. En fait, ça a tellement bien marché. Il y a eu plus de 300 000 visiteurs. Malheureusement, après, ils ont réaffecté la prison. Ici, il y a une opportunité historique en Belgique, c'est qu'en fait, tous les détenus de la prison de Forêt et de Bergendal ont été transférés dans la méga prison de Aachen. Donc, les bâtiments se retrouvent vides et donc il y a là une possibilité historique de refaire vivre sous différents aspects. Hein. On n'est pas dans un copier-coller du tout de ce qui a été fait à Tongres, mais de réutiliser, si vous voulez, une ou deux ailes de la prison pour en faire un musée pédagogique et historique qui proposera des visites immersives au travers notamment des cellules émotions. Donc je vais y venir, mais avant tout, il s'agirait d'un lieu de formation et de rencontre citoyenne. Hein, un outil de sensibilisation sur les questions liées à l'enfermement. Donc, avec tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup de gens ici qui se posent des questions et qui ne s'imaginent pas. Donc, c'est un espace citoyen pluridisciplinaire. On pourrait même, à un moment donné, avoir même un centre de recherche là-bas, de recherche scientifique. Hein. L'objet social, en fait, de 9 mètres carrés, c'est quoi? C'est de valoriser, d'informer, de former, de transmettre et de questionner les thématiques en lien avec les politiques, les lieux et les acteurs de l'enfermement et de la justice pénale. Voilà. Il y aurait trois volets. Il y aurait le volet plutôt historique, patrimonial et touristique. Il y aurait le volet plus pédagogique et éducatif. Et il y aurait le volet
donc citoyen de sensibilisation et d'information. Et enfin, pardon, le quatrième volet qui est le volet de responsabilisation et de formation d'anciens détenus, puisqu'évidemment, l'idée maîtresse de ce projet qui a été co-construit justement avec Jean-Marc Mailly, qui est l'ambassadeur du projet, c'est de permettre à d'anciens détenus, évidemment, d'organiser les visites et de parler de leur expertise, et donc de travailler la réinsertion en permettant à d'anciens détenus, en fait, de retravailler à partir d'un outil qu'ils connaissent. L'objectif de 9 mètres carrés, et alors c'est assez historique, hein, je me permets de le dire parce que c'est vraiment intéressant. Je crois que le podcast ici, on est le 8 juillet. Eh bien, en fait, après 2 ans, 3 ans de combat, on a obtenu les clés de la prison. Donc, je l'annonce ici, je te l'annonce officiellement, c'est vraiment une excellente nouvelle. On a obtenu les clés de la prison et donc, on va faire une inauguration le 8 septembre prochain, sans doute avec des journalistes, des politiques. On va commencer dans son jus par des visites et toujours des visites par deux, avec un ancien détenu et un visiteur de prison, avec un éducateur, par exemple, et un historien, avec un visiteur de prison et un ancien détenu, avec un professeur ou un psychologue qui a travaillé en prison, etc. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un double regard et de pouvoir échanger. Alors, qui sera le public qui va faire ces visites? Ben, écoutez, d'une part, ben, tous les acteurs de l'aide à la jeunesse, parce que je pense que c'est un excellent outil de prévention. D'autre part, ben, ce sera les scolaires, pourquoi pas en réto, mettre ça dans le programme scolaire. C'est quoi une prison? Comment est-ce qu'on arrive en prison? L'idée, c'est de travailler sur les représentations souvent erronées qu'on a de la prison et permettre aux personnes, en fait, de rentrer et de vivre avec des cellules émotions, la cellule de la peur, la cellule de la solitude, la cellule de l'angoisse, la cellule des bruits, la cellule dans les aides psychiatriques, etc. Donc, de vivre une expérience d'immersion, accompagnée par des professionnels des outils didactiques et pédagogiques, mais alors aussi de permettre à des futurs sociologues, criminologues, juristes, éducateurs, d'avoir cette corde en plus qui souvent manque à l'arc des professionnels qui arrivent sur le terrain, c'est qu'en fait, ils ne sont jamais rentrés en prison. Et donc, il y aura un accompagnement didactique. On n'est pas au fort de Brendonck ou voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment de permettre aux gens de comprendre, en fait, toute l'historicité aussi et tout ce qui se vit en prison en espérant former, informer, avoir des lieux de discussion, mais aussi travailler sur ces représentations erronées et permettre aux gens qui viennent visiter de porter un autre regard sur la prison. Et je pense que c'est une solution en soi que d'ouvrir un maximum de monde. Alors certains nous ont dit, mais pourquoi est-ce que vous ne reconstituez pas une prison en carton-pâte dans un lieu en dehors? Non, l'idée c'est vraiment de comprendre, de vivre, de ressentir, d'observer, de faire le parcours du détenu et ainsi de pouvoir permettre aux gens d'entrer dans le milieu, dans le monde de la prison en espérant provoquer un déclic qui va leur permettre d'agir de façon plus importante sur les personnes qui les entourent. Alors peut-être sur certains, parce qu'on a déjà eu le cas sur certaines personnes qui ont vu leurs frères, leurs pères, leurs grands-parents en prison et qui sont dans des reproductions sociales, de pouvoir comprendre en fait que c'est pas ce qu'ils s'imaginent. Souvent, Jean-Marc Mailly utilise l'exemple de Prison Break. Les jeunes aujourd'hui, c'est quoi pour eux la prison? C'est ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'ils voient dans les séries télévisées. Et donc l'idée, c'est de travailler sur ces représentations, ces fausses images, que pour pouvoir réellement donner un outil qui fasse sens et qui fasse lien et qui permette à tout un chacun de discuter, de parler de son parcours et de provoquer des petites ondes positives, des pépites éducatives, comme j'aime bien dire, pour faire évoluer la situation existante. Voilà. Félicitations, ce projet pour moi il est exemplaire. Je pense que il va vraiment apporter plein de choses à la société et on en a vraiment besoin dans cette idée justement de faire évoluer les choses, quoi. Avant de conclure cet épisode, je te propose de répondre à 6 questions rapides que je pose à chacun de mes invités. Tu es partant? Oui, vas-y. Quel moment clé a changé ton regard sur la santé mentale? Ben pour moi, en tant qu'éducateur, enseignant et parent, c'est clairement le Covid, où on a vu apparaître la dérive des réseaux sociaux, l'isolement qui a renforcé en fait une fois de plus la solitude et un isolement en fait déjà présent. Donc là où les jeunes avaient encore des réseaux sociaux, j'ai envie de dire humains,
ils se sont pour la plupart retrouvés totalement isolés. Moi, ça a été le départ de difficultés qui n'ont fait que croître depuis. Enfin, pour moi, voilà, pour répondre à ta question, c'est ça. Si tu pouvais déconstruire une idée fausse, une bonne fois pour toutes, ce serait laquelle? La prison rend meilleur, la prison rend plus fort, la prison est un coup d'arrêt, voilà, qui porte ses fruits. Est-ce que tu vois des innovations, peu importe le domaine, scientifique, social, architectural, qui pourraient révolutionner notre façon d'aborder la santé mentale et donc sa prise en charge? En fait, pour moi, il faut tout simplement revenir à ce qui existait déjà. Il y a tellement de projets, notamment de sport-aventure ou d'intervention psychosociale par la nature et l'aventure qui fonctionnent depuis des générations. Aujourd'hui, on vient nous dire qu'il faut faire la marche nordique, qu'il faut aller embrasser les arbres, qu'il faut faire des bains de forêt. Mais en fait, ce sont des choses qui existent depuis des générations et en fait, on redécouvre aujourd'hui, où certains font des textes scientifiques et nous disent, écoutez, voilà, c'est révolutionnaire, il faut faire des bains de forêt. Mais en fait, ça fait des années, ça fait plus de 50 ans, 60 ans qu'en fait, des jeunes partent ou des personnes qui ont des problématiques de santé mentale ou d'addiction, etc., qui partent faire du sport aventure. Ça a toujours été ressourçant, positif et intéressant. Et donc, j'ai l'impression qu'on redécouvre aujourd'hui, en fait, l'importance de choses qui ont toujours existé. Donc, pour moi, c'est pas des innovations, mais pour moi, c'est regardons dans le rétroviseur ce qui fonctionnait déjà et essayons de réinvestir le peu de nature qui nous reste. Y a-t-il un livre, un film, une œuvre, une rencontre qui t'a profondément marqué sur le sujet de la santé mentale ou des troubles mentaux? Cette année, la rencontre qui a été la plus intéressante à mes yeux, c'est la rencontre avec Jérôme Collin, qui est l'auteur donc du livre Les Dragons, qui est un livre très intéressant sur la santé mentale. C'est une personne qui travaille dans une télévision belge aussi, qui fait des émissions, Jérôme Collin, et qui est venu, on l'a invité à la Haute École, débattre avec nos étudiants sur son livre, en fait, Les Dragons, qui est un livre que j'ai trouvé exceptionnel, très éclairant, très simple, en fait, très accessible, très facile à lire, justement pour le tout un chacun. Et donc, ça a été pour moi une rencontre très intéressante. On a fait un petit podcast. Et alors, la série Adolescence, qui, moi, en tant qu'éducateur, m'a énormément plu. Parce que pour la première fois aussi, on se rend compte qu'on n'est pas dans une famille dysfonctionnelle ou un jeune de la jeunesse ou qui a des problèmes de santé mentale. Ça montre pour une fois que ça peut toucher tout le monde, en fait. On est tous concernés. Et en fait, tous les gens qui pensaient que ça n'arrivait qu'aux autres, mais non, ça peut arriver au sein d'une famille aimante aussi. Et donc ça, c'est intéressant pour moi à véhiculer comme message aussi, c'est qu'en fait, le jour où vous êtes touché vous-même, malheureusement, il faut toujours attendre ce jour pour que vous changiez de lunettes pour observer les choses. Essayons d'être un peu plus éclairés aujourd'hui et d'écouter aussi les messages qui nous sont transmis. À partir d'aujourd'hui, que t'engages-tu à continuer, à initier, à arrêter ou à faire différemment en lien avec ta santé mentale? Je vais essayer de continuer à bien faire ou à mieux faire ce que j'essaie déjà de bien faire maintenant en tant qu'éducateur, mais surtout en tant qu'enseignant et formateur, ben, c'est de continuer à former, informer, toujours garder l'esprit critique, le recul critique et d'apprendre aux étudiants qu'en fait, vous savez, avec tous les problèmes des fake news, etc., je pense que c'est important aujourd'hui de faire réseau, d'apprendre aux gens qu'il faut travailler en équipe et sortir d'une vision en silo. Pour moi, la plus belle qualité du monde, si je peux terminer l'interview là-dessus, c'est la capacité à se décentrer de ses propres réalités, certitudes et croyances que pour contourner l'iceberg et observer, qu'on peut vivre les choses aussi différemment. Donc pour moi, la capacité à se décentrer et à écouter, à travailler en équipe, c'est plus que jamais l'avenir pour demain. Dans un an, comment rêves-tu qu'on agisse collectivement en faveur de notre santé mentale? C'est en ayant vu aussi que nos dirigeants qui parlent souvent d'intersectorialité, de travailler justement en équipe, et bien qu'en fait ces gens soient des exemples, parce que il y a peu d'exemples de projets intercabinets où on observe qu'en fait tout est dans les textes, hein. Regardez, il faut faire ceci, il faut faire cela, mais montrez-nous comment vous, les dirigeants, vous travaillez mieux ensemble. Nous, on est bloqué pour l'instant dans une situation catastrophique sans gouvernement à Bruxelles, en Belgique. Et la situation provoque en fait des centaines de démissions dans plusieurs ASBL. Mais pendant ce temps-là, nos politiques sont payées. Et donc, en fait, moi, j'aimerais que les choses soient incarnées du haut, que ce soit bottom-up et non plus top-down. Parce qu'en fait, on est dans une société très top-down. Et moi, je pense que si demain,
véritablement les gens au-dessus étaient à l'écoute de ce qui se passait, étaient de mettre des choses en ingénierie sociale, comme on dit, par rapport à des réalités qui sont vécues, je pense qu'on prendrait d'autres directions, mais on est encore très loin de là. Merci en tout cas, Hélène, pour ce podcast et de m'avoir contacté et de m'avoir proposé de faire ça avec toi. Merci beaucoup d'avoir accepté, merci beaucoup de nous offrir autant de solutions en fait. Éclat d'esprit, c'est ça aussi, c'est mettre en avant les dysfonctionnements, mais en parallèle des solutions. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le et abonnez-vous. Si vous souhaitez proposer des sujets, soulever des questions, partager vos réflexions, vous trouverez mes coordonnées dans le descriptif. Dans 15 jours, j'aurai le plaisir de recevoir le Dr Skepens, chef médical de la clinique de la Forêt de Soigne à Wavre. Nous échangerons notamment sur son nouveau livre « Imprécis de psychiatrie ou la clinique de la dignité » aux éditions Academia. S'il y a des questions que vous souhaitez adresser au Dr Skepens, je suis à votre écoute jusqu'au mi-août. À très vite! Vous venez d'écouter Éclat d'esprit, le podcast qui met en lumière avec authenticité et ouverture d'esprit les mystères de notre santé mentale. Ici, nous explorons les failles de notre esprit pour mieux comprendre ses forces. Nous brisons les tabous, on déconstruit nos idées reçues et nos préjugés, on parle espoir et rétablissement. Entre éclat de voix et éclat de rire, nous partageons nos expériences. Nous ouvrons un dialogue inédit avec des personnes concernées par un trouble, des experts à la pointe des évolutions actuelles et les acteurs pluridisciplinaires de terrain. Notre objectif ? Faire éclater nos vérités, contribuer à mieux comprendre les réalités complexes des maladies et de leur prise en charge pour ouvrir la voie vers d'autres possibles. En fil rouge, mon parcours personnel face à la maladie de mon mari, qui m'a confirmé que, tout comme les éclats de lumière se révèlent dans l'ombre, les moments les plus sombres de nos vies peuvent aussi faire naître des éclats de vie. De l'éclat d'esprit à l'éclat de génie, il n'y a qu'un pas. Franchissons-le pour construire ensemble un monde où la santé mentale est accessible à tous.